Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous sur Mix Radio. Je vous souhaite un bon dimanche. Aujourd'hui, je reçois Lucie Mandeville, une psychologue maintenant à la retraite et bien plus. Elle va se présenter dans quelques minutes. Donc, j'attendais vraiment avec impatience ce live-là parce que la psychologie, j'adore. Ce qu'on touche à la santé mentale, j'adore. Donc, on va avoir la professionnelle pour nous en parler. J'avais envie de parler de santé mentale post-pandémique parce que, bon, on sait que depuis 4 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sans être obligé de toutes les remémoriser. Comment faire pour s'en sortir, prendre des solutions et tout ça. Donc, Lucie est la personne vraiment attitrée dans la bienveillance pour nous aider dans ce cheminement qui est chacun le nôtre. Donc, sans plus attendre, je vais l'accueillir. Bonsoir, Lucie. Allô Karine, merci de dire bonsoir chez vous, c'est bonjour, mais chez moi c'est bonsoir, ouais. Oui, parce que tu es en Europe, comme nos amis français. Ouais, ça me fait plaisir d'être là. Ben, merci d'avoir répondu présente pour l'invitation. On a eu quelques petites problématiques de s'ajuster, mais Ouais. enfin, on Ouais, est arrivé. désolée d'avoir fait retarder ça. Il y a toutes sortes d'activités, hein. Je pense que j'étais en conférence, en tournée, puis là, ben, je suis plus stable, là, puis on avait le temps de le faire. Exactement. C'est pas évident aussi avec le décalage horaire. Je sais que tu as voyagé beaucoup entre le Québec et l'Europe au travers de ça parce que justement les conférences. Ouais. Donc, justement, bon, moi, je t'ai présenté comme psychologue à la retraite parce que, bon, je sais que tu es à la retraite, mais j'aimerais peut-être en savoir un petit peu plus de ce que tu as fait dans ton cheminement de carrière. OK. Oui, puis au Québec, il y a des lois assez particulières concernant la psychologie. L'Ordre des psychologues du Québec nous oblige à utiliser un autre terme que psychologue à la retraite en passant, qui est, par exemple, j'ai travaillé comme psychologue pendant 25 ans. Ça, j'ai le droit de le dire. OK. C'est assez fou là, comme règlement, mais je le respecte. Donc, j'ai travaillé auprès d'adultes et de couples pendant 25 ans, en même temps que j'étais prof à l'université à temps plein, au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. Et à travers ça, à la fin de ma carrière universitaire, j'ai commencé à écrire des livres parce que j'avais accumulé beaucoup de connaissances. Donc, je suis devenue auteure, puis c'était des livres qui se sont très bien vendus et je continue d'être auteure. Et ma spécialité, c'est la psychologie positive. Et cette approche, c'est la dernière à s'être développée en psychologie. Elle, euh, Elle se présente un peu en opposition, si on peut dire, avec une psychologie traditionnelle orientée vers la maladie mentale, les troubles de personnalité et tout ça en disant, ben, l'être humain, il a des gros problèmes, puis on doit essentiellement s'occuper de ces problèmes-là. La psychologie positive, elle dit oui, on a tous des problèmes, mais on a aussi des forces. Et c'est quand même étonnant que la psychologie ne se soit pas intéressée aux forces, à tout ce qui va bien chez l'être humain pour s'en inspirer. Et c'est ce que j'ai enseigné, c'est avec ça que j'ai travaillé et c'est ça que j'ai aussi écrit. J'ai écrit plusieurs livres sur le bonheur et un dernier livre que j'ai publié là, il y a quelques mois sur la physique quantique et les expériences de mort imminente. Puis Ah, ça, je pourrais l'expliquer, mais c'est très en lien avec ce que je découvrais à travers la psychologie positive, c'est-à-dire nos sentiments, entre autres les sentiments d'amour qu'on peut avoir pour les autres. On le retrouve aussi dans les expériences de mort imminente. On parle beaucoup d'amour. Puis en physique quantique aussi, je pourrais l'expliquer si tu veux. Là, on parle de l'immatériel, ce qui est en lien avec les sentiments qu'on peut éprouver. Donc, c'est ça, en gros, ce que je fais. Et bon, j'ai vécu toute ma vie au Québec, mais récemment, depuis la dite crise, j'habite en Suède. Ma maison est en Suède. Et puis, je suis mariée à un Français, ce qui fait que je suis souvent ici en Europe, mais je reviens très souvent au Québec, là. Ben, très souvent, peut-être pas assez souvent qu'on le souhaiterait, mais je reviens pour faire des tournées, des conférences, puis voir les gens que j'aime bien, là, oui, tu as encore un attachement au Québec, c'est normal. bien sûr. Et puis, tu parlais justement d'émotions, comment je pourrais dire, des émotions qui sont des émotions qui sont positives, euh, aller plus vers ce qui est, comme tu dis, positif que négatif dans la psychologie.
Donc, on ne peut pas dire que depuis les 4 dernières années, ça a été très, très, très positif au niveau de la santé mentale et des émotions des gens. C'est dans le fond, c'est peut-être ça qui a fait que je suis devenue, très humblement populaire, sur les réseaux sociaux. C'est peut-être parce que, justement, j'avais une vision différente des choses. C'est-à-dire que je suis très consciente, comme n'importe quelle, personne qui a cette expertise à voir les traumas, la souffrance, les horreurs. Mais je suis aussi de celle qui, prétend que c'est un mal pour un bien. C'est un mal nécessaire pour sortir de moi j'appelle ça un grand spectacle qui a lieu, dans lequel on est encore d'ailleurs des acteurs, et Mhm. se rendre compte que si ça n'avait pas été de cette dite crise, on n'aurait pas été aussi conscient qu'on l'est maintenant. C'est-à-dire que la proportion de gens qui étaient conscients déjà de ce qui se passait a grandi, et on en fait partie. Et c'est parce que ça a été si mal d'ailleurs et c'était si absurde qu'on est devenu conscient. Puis être conscient, c'est la première étape, hein, du changement. Alors, tu sais, je suis d'accord avec toi, puis on peut plonger puis parler de ces horreurs-là, mais j'aime bien, on dit que même un mourant a besoin d'espoir, tu sais. Alors, j'aime Mhm. bien aborder les choses de façon à redonner à chacun un espoir qui est actif, parce qu'il y a des espoirs qui sont passifs. On se croise les bras en disant: j'attends qu'il se passe quelque chose de l'extérieur», mais il y a des espoirs qui donnent envie d'agir. Ah, je suis orientée vers ça, là. Depuis le début, j'essaye de faire ma part sociale en éclairant les gens, puis en montrant que oui, ça va mal, oui, on peut très bien dénoncer, dire ce qui va pas bien, puis faire écho à cette souffrance-là. Tu sais, je le fais, évidemment, c'est important, mais aussi orienter les gens vers, je veux dire, quand on est dans la souffrance, on n'est pas non plus, apte. Des fois, il faut toucher le fond du baril pour s'en sortir, tu sais, je suis d'accord. Oui, Mais il faut aussi avoir des moyens pour s'en sortir. Alors, ne parler que de ce qui va pas bien, c'est, ça nous donne pas nécessairement les moyens d'agir pour changer les choses en soi et socialement. Ah, c'est mon point de vue, c'est comme ça. oui, c'est vrai que quand on regarde toujours ce qui va mal, on a l'impression que de toujours être dans le négatif, on attire juste le négatif autour. Oui, je disais d'ailleurs, tu sais, moi, je suis une personne qui a très bien fonctionné dans le système d'avant, si on peut dire. J'ai réussi, là. Mais avec cette dite crise, je me suis ouvert les yeux. Tu sais, je peux l'admettre, là, bien honnêtement. Et qu'est-ce que tu disais, là? Je voulais revenir sur ce que tu viens de dire. Dis-moi ce que tu viens de dire. Que le négatif attire le négatif. Exactement. Alors, je réalisais même dernièrement comment les médias alternatifs, et même nous, parce qu'on on se fait appeler des lanceurs d'alerte, Mhm. peuvent tomber dans le même panneau que les médias traditionnels qui ne mettent l'accent que sur ce qui va pas bien. Et ce que ça fait, c'est que c'est contagieux, comme n'importe quoi. Et c'est comme si parler constamment de ce qui va pas, autant sur le plan politique, économique, tu sais, il y a rien qui va bien, en fait. Tout est absurde et tout c'est le chaos, en fait. C'est le Oui, chaos qui grandit. Mais quand on ne fait que ça, on fait exactement la même chose que les médias traditionnels et on propage la peur qui conduit à la passivité. Ben, tant mieux si ça fait bouger les choses, là, mais en général, la peur, ça affrise, ça paralyse, on dit, et ça empêche de raisonner. Alors, je suis là à essayer d'éclairer autant la personne humaine que ce qu'on fait socialement entre nous. Et j'ai toujours dit, parce que j'ai fait des chroniques aussi à la radio, que, il y a quand même des questions à se poser quand on voit que les médias ne parlent que des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça et comment on peut changer les choses? Puis entre autres, il y a des actes héroïques qui ont lieu en ce moment. Je me suis beaucoup intéressée dans les dernières années à qu'est-ce qui se fait en ce moment sur le terrain qui est très positif et on peut se raccrocher à ça plutôt que juste jaser de ce qui va pas bien. Alors, je sais pas si tu vois, on peut tomber dans le piège des médias traditionnels qui, parce qu'ils ne parlent de ce qui va pas bien, nous laissent l'impression que le monde est dangereux, qu'on doit se méfier les uns par rapport aux autres et qu'on ne doit pas avoir confiance en
J'appelle ça le dessin intelligent. Il y a une intelligence de la vie qui fait que nécessairement, il va y avoir une issue positive à ça. Mais entre-temps, ben, on peut devenir des acteurs de cette issue positive, c'est ça. Alors, je ne sais pas si tu vois, je pense que mon orientation est assez particulière. Je peux parler hein, de maladie puis de trauma, on va en parler. Mais pour moi, c'est très important d'aider les gens Tu sais, c'est comme si je faisais une thérapie puis je ne parlais que de ce qui ne va pas bien avec la personne. Pour moi, j'applique ça aussi à mes interventions actuelles. C'est, je vais t'aider, mais pour t'aider, on va parler aussi de ce que tu as, par exemple. Je m'adresse aux gens avec qui me suivent, si on peut dire. On va parler aussi de ce que vous faites de bon, de ce qui reste très, très bon entre nous, là. Oui, puis c'est quelque chose que nous, on pratiquait quand que je faisais mes stages en milieu de la santé. Bon, il y a des choses qui ont moins bien été parce qu'on peut pas avoir le contrôle sur tout, mais qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a été positif dans ta journée? De quoi tu es fier? C'est Ça, toute la ça, différence. ça fait la différence à la fin d'une journée, oui. La psychologie, elle a, tu sais, avec du recul, on prend conscience, la psychologie, elle a suivi la médecine dans son modèle orienté vers la maladie. Et c'est ça qu'elle a fait, la psychologie. Elle ne s'est intéressée qu'à ça. Et quand la psychologie positive est arrivée, puis il y a appreciative inquiry, il y a eu des approches dans le milieu des entreprises aussi, qui étaient là pour faire reconnaître aux employés, par exemple, ce qu'ils ont de bon. Et on remarquait que quand on fait ça, d'abord, ils sont beaucoup plus productifs, beaucoup plus Oui. efficaces. Le travail en équipe est plus facile, alors qu'auparavant, on ne faisait que cibler les problèmes. On partait des problèmes, on recherchait des solutions. Et c'est souvent ce qu'on faisait, parce que j'ai travaillé en entreprise aussi, c'est qu'on passait 80% du temps à parler des problèmes. Puis le 10, il restait 20% du temps à parler des solutions, puis souvent une solution qui était peu ou difficilement applicable. Alors qu'une approche peut très bien parler de ce qui va bien. Tu sais, j'ai étudié ça, là, évidemment. Parler de ce qui va bien amène on arrive avec les mêmes résultats, mais c'est beaucoup plus léger et agréable et ça donne de l'énergie aux gens plutôt que de parler de ce qui va pas bien chez eux puis de chercher des solutions. C'est 2 approches différentes qui arrivent au même résultat, mais c'est plus rapide quand on part des forces, là. Oui, puis c'est ce qui est arrivé pendant les 4 dernières années, quand on regardait le premier ministre avec ses acolytes qui faisaient des points de presse et que c'était toujours dramatique, les morts affichées avec du bleu et du rouge, tu sais, c'était juste le visuel pour que les gens accrochent. Ils ont vraiment joué, comme tu dis, la pièce de théâtre. Ouais. C'était Les gens, arrangé. oui, C'était c'était... arrangé, mais ils ont réussi. Tu sais, tu parlais de traumatisme avant qu'on entre en onde. Ils ont vraiment réussi à créer un trauma initial. Alors, la plupart des gens ont cru à cette histoire de virus mortel. Alors, ils ont placé les gens en état de trauma. Quand on est en trauma, on ne réfléchit plus, on pense à notre sécurité. Et ensuite, à cause de la répétition continuelle du message qui se poursuit, on change de thème, là, on parle du CO2, mais où on parlait de la guerre après en Ukraine. À cause de la répétition, ils ont créé un état hypnotique, c'est comme ça qu'on fonctionne, un état hypnotique, encore une fois, qui fait que les gens vont croire à des choses. Ils vont croire que ce qui est présenté à la télévision, c'est ça qui arrive pour vrai. Et donc, c'était dramatique ce qui se passait à la télévision. On voyait les morts tomber, les hôpitaux pleins, tu sais, c'est un choix d'images. Et comme tu dis, les colonnes, moi, ça m'a beaucoup intéressé, ces colonnes de mort. J'avais la chance d'être en Europe une partie du temps et de voir les mêmes présentations, peu importe le pays. Et je me disais, c'est pas possible. J'ai rapidement vu que McKinsey était responsable de cette campagne de communication parce que à la fois la même forme de présentation, les mêmes mots étaient utilisés d'un pays à l'autre alors qu'un mot, c'est culturel. Fait que c'est sûr que ce que j'ai compris au départ, tu sais ce que je me suis dit? Moi, j'étais pas là quand ça a commencé au Québec et quand je suis arrivée, j'ai vu l'absurdité.
Et je me suis dit, première chose, ils n'ont pas consulté de psychologue pour faire ce qu'ils font parce qu'ils sont en train de créer quelque chose de pire que ce qu'ils veulent éviter. Et après, je me suis dit, non, ils ont consulté des psychologues. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pas anodin ces choix-là. Et d'ailleurs, tous les choix qui étaient faits allaient à l'encontre des recherches que j'avais faites et pour lesquelles j'avais écrit, c'est-à-dire qu'ils avaient éliminé toute forme de bonheur, de bien-être, et ça mettait les gens dans un état dépressif en attente d'un sauveur, tu sais, d'un vaccin salvateur. C'est très bien pensé, mais en même temps, c'est pas nouveau. Ces stratégies-là avaient été utilisées au Rwanda, ça avait été utilisé à la Deuxième Guerre mondiale. Ça remonte à très loin, tu sais, quand on s'intéresse à ça. On revient dans l'histoire, puis on voit que c'est des stratégies qui étaient éprouvées. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils les ont, ben, je pense qu'ils ont des moyens aussi plus grands maintenant avec justement le mondialisme. Les canaux de communication qu'on utilise, ça leur sert, tu sais. Grâce à ces canaux-là, on peut communiquer ensemble en ce moment, mais ces canaux-là sont manipulés aussi. Il y a un paquet de Ouais. montages dans les médias sociaux qui font que les gens, je te dis, moi, je me suis ouvert les yeux. Je vois bien qu'à la fois dans les deux types de médias qui sont financés par les mêmes banquiers, il y a de la manipulation et on devient des rapporteurs de nouvelles. Quand j'argumente avec une personne, ben, je suis bien consciente que la personne, ce qu'elle me dit, c'est pas quelque chose qu'elle a vu de ses yeux. Elle a lu, elle a vu des montages dans les médias sociaux ou traditionnels et elle me rapporte la nouvelle. La question que je pose, c'est est-ce que tu étais là pour dire ce que tu dis là, tu sais? Tu parles de ce qui se passe en Ukraine. Ben, je te donne un exemple. Oui. Je suis en Suède, j'ai une connaissance qui est ukrainienne et ses parents sont en Ukraine. Alors, je lui demande comment vont tes parents avec beaucoup d'empathie parce que je vois ce qui se passe là, dans les médias sociaux en Ukraine. Puis elle me répond, ben, tout va bien, tout est normal. Et là, je me rends compte que les seules images qui circulent dans les médias sociaux, c'est les images d'horreur. Et ça nous laisse supposer qu'en Ukraine, c'est sûr que ça va pas bien en Ukraine, mais ça nous laisse supposer que tout le pays est mobilisé par la guerre, puis qu'on envoie des jeunes, tu sais, qui veulent pas. Tu sais, c'est les images qu'on a là. On peut pas s'imaginer qu'il y a des gens qui vivent normalement. Et cette dame, je la connais depuis 3 ans, et puis elle me disait, depuis toujours, ses parents ont continué à fonctionner et travailler. Il n'y a rien qui a changé pour eux. C'est juste qu'il faut prendre du recul puis se demander, OK, sommes-nous là pour vraiment constater la situation? Puis si tu veux, je te parlerai de quelque chose aussi d'important pour moi. Les représentations virtuelles comme ces médias, ils sont tellement importants et omniprésents que les gens vont, je dis, les gens retombent dans un stade préopératoire. Puis là, c'est vraiment de la psycho, là, je fais de la psycho, on fait de la psycho ensemble, là, c'est le stade préopératoire, c'est l'âge avant 2 ans où l'enfant croit l'histoire qu'on lui raconte. Alors, on lui raconte une histoire à la télévision, sur l'ordinateur, et il croit ça comme si c'était vrai. Mais il ne sait pas si c'est vrai. Tu sais, il faut vraiment se poser la question. Il y a plein de montages, là. Alors, une anecdote, j'étais en Suède, puis quand je suis arrivée, pour moi, j'étais sous le choc parce que avec tout ce qu'on vivait au Québec, puis je vois les gens qui portent pas de masque ici, j'avais envie de le montrer aux gens, aux Québécois, aux Français. Alors, j'allais dans un centre d'achat, puis je montrais, là, regardez, les gens portent pas de masque. Au Québec, on était obligés. Et là, j'ai un collègue de travail, un ancien prof d'université en psycho, qui m'écrit en me disant, Lucie, ce que tu montres est faux. La preuve, lis cet article de la presse qui parle de la Suède. Là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Oui. que ce qui est écrit dans la presse est plus crédible que ce qu'on peut montrer en vrai quand on est là. C'est ça, tu étais sur le terrain. J'étais sur le terrain, j'étais dans un centre d'achat. Puis dans un centre d'achat dans une grande ville, là. Les gens, ils croient dur comme fer ce qui est écrit. Et cette circulation d'informations, c'est le monde dans lequel on vit maintenant. On vit beaucoup plus en contact avec les nouvelles, les informations qui circulent dans les médias que puis on en parlait dès le début, aller voir dehors. Est-ce qu'il y a tant de morts que ça là, autour de vous, là? La réalité, ce n'est pas ce qui est raconté dans les médias. C'est pas facile d'aborder ça parce que d'un bord comme de l'autre, ceux qui écoutent les médias traditionnels ou ceux qui écoutent les médias sociaux, ils sont convaincus qu'ils ont la vérité. C'est pas C'est la vrai. vérité.
C'est vrai, hein? Puis c'est touché parce qu'on a tous cette dissonance cognitive. Quand j'en parle, c'est comme on y a tellement cru. On a tellement cru à ces images-là. Moi, la première, là, j'y ai cru, là. Puis là, je suis obligée de prendre du recul puis me dire, ben, évidemment, si c'est les mêmes banquiers qui manipulent l'ensemble des médias qui sont populaires, c'est les mêmes banquiers. Donc, c'est sûr qu'ils ont avantage à laisser passer certaines informations, à faire des montages sur d'autres informations pour créer la division, pour Oui. distraire. Pour moi, c'est une distraction continuelle, un divertissement pendant que sans doute il y a quelque chose de plus important qui ont lieu. Comme les Jeux olympiques en ce moment, c'est le grand divertissement. Tout le monde en parle et on tombe Mhm. tous dans le panneau. Ça nous intéresse, mais ils savent qu'on va réagir. Puis je m'intéresse beaucoup à ce qui vient après. Je commence à comprendre pourquoi ils font ça. Pourquoi ils savent qu'on va réagir. Donc, pourquoi ils le font? Pourquoi ils laissent passer quelqu'un? Tu en as entendu parler, par exemple, cette personne-là qui a gagné le combat là, contre la femme à la boxe, il a été refusé dans un championnat mondial. Bon, pourquoi? Oui. Pourquoi, un, il est accepté aux Jeux olympiques? Pourquoi on met l'emphase là-dessus dans les médias sociaux? Il y a une raison, c'était prévisible. Moi, j'ai ma façon de voir les choses là-dedans. Là, tu vois, j'essaie d'aller plus loin pour essayer de comprendre comment là, on se fait prendre au jeu. Constamment, on se fait prendre au jeu à discuter de ça, alors que c'est un divertissement, c'est une distraction. Et on dit le plan avance. Ils n'arrêteront pas le plan, là, évidemment. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Mais la bonne nouvelle, c'est que je le vois là, de plus en plus, tu le vois sûrement, de plus en plus les gens sont conscients qu'il y a quelque chose de trop étrange, là. Ça va trop loin, les contraintes, ils vont continuer. Et plus il y en aura de contraintes à tous les niveaux, tu sais, on parle du déplacement, les villes 15 minutes et tout ça, Oui. ben les gens vont protester et développer une forme de résistance qui était développée dans les guerres antérieures. Et c'est la résistance qui, tôt ou tard, va gagner, mais c'est sûr qu'il va y avoir des souffrances. Et je ne crois pas que ça va se faire rapidement. Je crois que ça va être très, très long. Parce que nous-mêmes, les résistants, on embarque là, à quelque part dans le jeu, dans le grand show. Là. Mais justement, comment est-ce que, il peut y avoir un pourcentage de personnes qui n'embarquent pas, qui ont vu ce qui se passait, et puis que, mettons, je sais pas moi, 80-90% du reste de la population, ils ont vraiment cru. Il y en a qui croient encore beaucoup, là. Ah oui, oui. C'est Comment la, ça c'est se la fait? grande question. C'est la grande Oui, question, Karine. Merci. Parce que la question qu'on a posée longtemps, c'est comment se fait-il que ce 80%-là embarque dans un discours alors que ça nous apparaissait évident que c'était faux? Bien, la grande question, c'est plutôt comment ça se fait que nous, on a réagi autrement. Puis moi, je l'ai porté tout le temps parce que je regardais les gens qui manifestaient avec moi, puis je me disais, on est très différents les uns des autres, là. Et il y a pas, tu sais, on cherchait au départ un trait de personnalité. Il n'y avait pas de trait de personnalité qui ressortait. J'aurais été tentée au départ de dire, ben, c'est des gens qui sont moins anxieux, mais c'est faux. Il y a des gens très anxieux qui ont réagi aussi, pareil à nous. Maintenant, ma réponse qui est pas parfaite puis qui est pas définie, là, c'est, je crois que on a tous un instinct. Je parle de l'intelligence de la vie. On a tous un instinct qui était réprimé à l'école. mhm, L'école, le programme, le conditionnement académique a fait beaucoup d'efforts pour faire taire notre instinct, notre nature. Mais il y a des gens, par exemple, qui embarquaient moins dans le système académique, qui trouvaient ça difficile d'ailleurs, qui ont lâché l'école très rapidement. Puis il y a une partie de la population qui a réagi en étant alerte par rapport au narratif qui n'a pas réussi à l'école. Déjà, c'est un peu une réponse. C'est pas tout le monde, parce que, tu sais, moi, j'ai fait de longues études, puis j'ai aussi été dans cette gang-là, là, de gens qui ont trouvé ça étrange, là, la situation. Mais je pense avec du recul qu'on a tous un instinct, que même les gens qui ont embarqué dans le narratif, il y avait cet instinct-là qui disait pendant quelques heures, quelques secondes, je ne sais pas combien de temps ça a duré, c'est pas normal. Mais ils sont tombés dans des phénomènes de soumission à l'autorité et de désirabilité sociale. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus là, et qui montrent que 80% des gens tombent dans. Ils désirent être acceptés socialement et ils se soumettent à l'autorité parce que depuis l'école, il y a un être, un tiers, T-I-E-R-S, qui leur dit, c'est moi qui possède la vérité, toi, tu restes là passivement à m'écouter. Et ça, c'est très parlant.
je le dis là, dernièrement, c'est quand on était placé à l'école, on nous a exigé quelque chose que même un animal aurait pas accepté, c'est d'être assis pendant des heures, des semaines, des années, passif à écouter un tiers. Tu sais, le mieux qu'un animal aurait fait, si on l'avait obligé à faire ça, il serait endormi. On l'aurait vu dans la classe endormi. Nous, on exige aux enfants qu'ils restent réveillés. Tu peux, je sais pas si tu peux t'imaginer le conditionnement qu'on a fait. Alors, depuis ce temps-là, ça fait des années, donc on a été longtemps à l'école. C'est certain qu'on a appris non seulement que c'est un tiers, donc le prof est devenu le médecin, est devenu le juge, est devenu le journaliste, le politicien, et on a appris aussi à être passif devant ces informations-là. C'est vraiment pas facile, mais je suppose que les gens qui ont pas embarqué dans le narratif, leur petite voix intérieure, elle a parlé et ces gens-là l'ont suivi envers et contre tout. Tu sais, vraiment, c'était un acte de courage, un héroïsme. Je le dis, les gens qui ont été les résistants en ce moment sont des héros. On les reconnaîtra comme des héros parce que c'est vraiment pas facile de s'affirmer contre le discours général. Et pour moi, c'est ça, c'est des gens qui, comme toi, comme les gens qui t'écoutent, qui ne pouvaient pas faire fi de cet instinct-là, de cette petite voix-là qui leur disait au départ, c'est pas normal, et ça les a poussés à faire, on dit, leur propre recherche, et donc à découvrir un autre discours. Mais là où le bas blesse, c'est que l'autre discours, il est aussi manipulé dans le but de nous diviser. Tant qu'ils nous divisent, ils sont contents. C'est comme ça qu'on règne, on le dit souvent. Alors, Ouais. je pense que la prochaine étape pour nous, c'est aussi de développer un discernement dans les nouvelles qui circulent dans les médias sociaux, qui nous éclairent. Comme toi, Karine, tu es une vraie personne. Si Mhm. j'allais au Québec, si j'allais dans ton coin, là, près de Québec, je te rencontrerais et je saurais dire que tu existes et que tu n'es pas payé. Tu sais, on est capable de sentir ça. Mais il y a des gens dans les médias sociaux qui sont, je dis, il y a 3 types de personnes. Il y a les gens honnêtes comme toi, OK? Il y a des gens qui sont sous influence. C'est des gens qui se croient honnêtes, qui croient bien faire, mais sont sous influence, qui sont financières, du chantage. On parle beaucoup de pédocriminalité. Bon, je suis sûre que c'est en lien Mhm. avec ça. On parle d'influence financière. Il les paye, mais il les drogue. Il les MK Ultra, que tu Oui. connais sûrement. Ça a joué dans cette crise. Ils ont réussi à hypnotiser une population. Donc, McKenzie, probablement, est venu coacher ces gens-là avec des stratégies d'hypnose, d'influence psychologique. Ça, c'est la deuxième catégorie. Puis à l'extrême, il y a des gens clairement payés pour ce qu'ils font. C'est clair là, qu'il y a des gens qui sont conscients d'être payés pour à la fois tuer, tu sais, ou manipuler la population, jouer un rôle, là. J'ai lu dernièrement Propaganda et c'est assez facile à comprendre comment il fonctionne. Alors, tu vois, le discernement, pour moi, c'est quand je dis il faut développer je dirais une forme d'héroïsme qu'on n'avait pas à développer initialement, mais ça, une sagesse qui nous amène à être très lucide par rapport aux informations, puis savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et c'est comme jouer au tennis, ça s'apprend ça. Et c'est justement, ben, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais la façon de développer ça, c'est de cesser d'embarquer dans les contenus. Mhm. Les Jeux olympiques, c'est un contenu et c'est plutôt d'observer ce que j'appelle les patterns, c'est-à-dire que dans tout contenu, il y a des façons de présenter ces contenus. Si tu es capable de voir comment ça se présente, déjà, tu prends un recul et puis tu développes un peu mieux ton discernement. Puis en psychologie, ben, on apprend à faire ça. Je remarque que il y a beaucoup de mes collègues qui sont tombés dans le panneau parce c'est des humains, ils ont été traumatisés eux aussi. Mhm. Mais avec du recul, on doit développer cette capacité-là parce que les clients arrivent avec des contenus, puis il faut les aider à en sortir de ces contenus-là. Mais là, en ce moment, les gens tombent dans le piège des contenus constamment. Ce qui circule dans les médias sociaux, c'est les contenus. C'est Oui, puis pas. il y a des gens aussi, excuse-moi Lucie, il y a des Ah gens ouais. aussi qui me parlent souvent, puis ils sont comme tout le temps dans ces contenus-là, ils s'alimentent continuellement, et là, ils se mettent à faire de l'angoisse, Ben oui. et là, ils deviennent à l'extrême, où est-ce que là, je vais le prendre le mot complotiste,
Là, ils sortent des théories que là, voyons, ça n'a plus aucun sens. Donc, Ah ouais. ça va loin, là. Ça va loin. À un moment donné, tu sais, des fois, je leur dis, ben écoute, fais des choses que tu aimes, tiens-toi loin un peu des réseaux, rapproche-toi de tes enfants, tes petits-enfants. Tu sais, à un moment donné, il faut prendre un recul, comme tu dis, parce qu'on s'alimente, puis il y a des gens qui viennent très, très, très angoissés. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je te dirais, on juge beaucoup ceux qui ont embarqué dans le narratif politique. Mais ça aussi, ça fait partie de l'éclairage que j'essaie de donner. C'est comprenez que ces gens-là, ils sont pas moins intelligents que vous, pas moins bienveillants. Et à la limite, ils sont moins anxieux que vous. Parce que l'information qui a circulé dans les médias sociaux, c'est une information anxiogène. Et comme tu dis, quand on plonge là-dedans, on peut devenir malade, plus malade, tu sais, physiquement, même malade à cause de ces informations-là. Parce que non seulement on en écoute beaucoup, on regarde beaucoup, il y a beaucoup d'images violentes qui circulent. Puis là encore, demandez-vous pourquoi et comment ils réussissent à faire circuler ces images-là. Tu sais, la question un peu nounoune que je dis, c'est quand vous voyez un enfant là, qui est charcuté à cause de la guerre en Palestine, là. Quand vous voyez un enfant là, qui est plein de sang, là, d'abord, posez-vous la question, qui l'a filmé? Qui a filmé cet enfant-là? Et pourquoi on fait circuler cette image-là dans les médias sociaux? C'est ça un peu le discernement. Tu comprends? Ces images-là nous font mal. Ça nous fait souffrir. On se dit, mon Dieu, et là, on commence à avoir peur. Mais c'est voulu que ces images-là circulent. Et l'exemple, quand je fais des conférences, je leur dis, écoutez, s'il y avait un enfant comme ça ici, là, est-ce que vous le filmeriez? Non, on On le filmerait. viendra en aide. On viendra en aide à cet Oui. enfant-là. C'est comprenez qu'il y a de la manipulation. Alors, comme tu dis, c'est plate à dire, mais il y a des gens qui ont été résistants, je sais pas le terme, éveillés, complotistes, mais qui sont beaucoup plus anxieux que les gens qui ont pas vu ces images-là. Mais c'est voulu vraiment qu'on crée la peur. Alors, quand nous, on arrive aussi avec cette information-là, puis qu'on la présente à ceux qui voient pas les mêmes images que nous, évidemment qu'ils veulent pas entendre parler de ça parce qu'on amène une peur supplémentaire. Alors, tu as raison et là, ce que je vois, c'est que j'ai fait une réflexion très approfondie. Tu sais, on pourrait en parler des heures et des heures, Karine, mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a eu cette école qui nous a formés, en fait, qui nous a déformés, là. Mhm. Elle est tombée dans le culte de l'intellectualisation. On était développés un peu comme des robots pensants. Cette tête-là est remplie d'informations, puis on est très peu enracinés dans notre corps et dans notre cœur. Ce qui fait qu'on est comme des girouettes et qu'on est très facilement manipulable. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a une information qui circule qui est très ésotérique, qui est très, comme tu dis, tirée par les cheveux, Mhm. absurde, n'importe quoi. Mais parce que les gens ont besoin de retrouver du sens, puis qu'ils sont entraînés dans l'absurdité, ils vont parfois aller jusqu'à là. Et puis, comme tu dis, quand on les écoute, ça tient pas la route. Mais c'est comme si on a perdu notre enracinement, là. Il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Puis, je sais que ça, encore une fois, est-ce que les gens aiment entendre ça? Mais pour moi, la nature, c'est quand on observe la nature, un animal, ça a une vie beaucoup plus simple que nous, les êtres humains, qui avons vécu dans un monde non réel, non vivant, qui est devenu complexe et on a une pensée complexe, mais trop complexe en même temps. Puis, tu sais, la psychologie est une science complexe. Oui. C'est sûr on peut avoir beaucoup de nuances, mais quand on va trop loin, on déconnecte de la réalité. La maladie mentale, c'est aussi d'aller trop loin dans nos interprétations de la Mhm. réalité. Alors, c'est ce que tu dis, là, et je suis très d'accord avec toi, et je trouve ça dommage. Je vois de la souffrance, tu sais, pas juste dans ceux qui doivent vivre la contrainte sociale d'un monde qui a pas de bon sens, qui est de plus en plus contraignant, mais je vois la souffrance chez les gens qui ont vu que c'était des mensonges. Puis la bonne nouvelle, c'est un peu comme toi, moi, je suis entourée de gens qui ont sorti ou qui essayent de sortir du spectacle et qui ont reconstruit une vie beaucoup plus saine en se disant, comme tu dis, je regarde bien moins les médias. Je veux dire, le temps que je passe devant l'ordinateur ou la télé, c'est réduit. Il y en a qui se sont débarrassés de ça, d'ailleurs.
et puis qui ont trouvé la santé. Effectivement, comme moi, ça fait des années que j'ai plus la télévision. Donc, Bravo! c'est une maudite bonne affaire. Mais c'est ça, bravo! Tu as commencé depuis longtemps. Oui, Soyez conscients que la télé, elle a été remplacée par l'ordinateur, là, ouais. oui. Ce que je veux dire, c'est faut pas se conter d'histoires, là. Les gens le savaient. D'ailleurs, il y a vraiment une propagande pour quitter la télévision parce que c'est bien plus facile manipuler l'information virtuelle qu'on a à travers notre écran d'ordinateur que la télé où il y a des vraies personnes qui font des bulletins de nouvelles. Déjà là, moi, j'en ai fait un peu du média, là. Il faut les convaincre, ces gens-là, de l'information qu'on veut transmettre. Mais dans les médias sociaux, dans les médias alternatifs, on peut inventer des personnages, on peut créer des personnages, là. On n'a pas besoin de vraies personnes. On peut créer l'image, là. oui. Alors, ils ont avantage de. Ce qui se passe en ce moment, c'est pas nécessairement. Tu sais, qu'on quitte la télé, c'est pas nécessairement leur désavantage. C'est comme une transition, j'ai l'impression, mais c'est à nous aussi, là, comme je te dis. Je suis sûre que toi aussi, tu commences à voir à travers les médias sociaux que c'est possible qu'il y ait de la manipulation, là. Comme sur Twitter, pour moi, c'est clair que Twitter, c'était un organe choisi pour manipuler les gens, là. C'est sûr Malgré que laisse pas tout au hasard. C'est sûr que laisse pas tout au hasard. Mais c'est ça, il faut être capable de faire le tri dans tout ce qui passe, dans tout ce qu'on voit, parce que même il y a des gens, des fois, qui partagent des trucs. Et puis, souvent, quand je vais voir la source, c'est même pas une source fiable. Exact. C'est ça que je te dis, Karine, on s'en rend pas compte, mais on est devenus des rapporteurs de nouvelles. Quand Oui, on dit on a fait nos recherches, mais soyons conscients qu'on a rapporté la nouvelle. On n'était pas là. Et comme je te dis, en Ukraine, ça parle un peu, tu sais, comment se fait-il que notre image de l'Ukraine, elle n'est basée que ce qu'on a vu comme image, elle n'est pas basée sur la réalité, là. Il y a quelqu'un qui me parlait de la Chine, c'est pareil, tu sais, ceux qui voyagent, tu sais, qui ont pas arrêté de voyager, ils vont dans ces pays, puis ils nous permettent d'apporter un peu de nuance par rapport à ces informations qui circulent. Faudra avoir comment on appelle ça? Des gens qui sont dans chacun des pays pour nous parler un peu de ce qui se passe pour vrai, là. Tu as vu les montages, hein, de guerre, tu sais, les sacs de poubelle dans lesquels il y a des gens vivants, mais on fait semblant que c'est des morts, tu sais. Ils filment, des oui, séquences de guerre, c'est pas qu'il y en a pas, c'est sûr qu'il y en a des horreurs, ils sont rendus, tu sais. Quand un pays est attaqué, il se défend, puis ça crée cette guerre-là, là, c'est réel. Je dis pas que c'est pas réel, mais je dis qu'il y a une partie de ce qu'on voit qui sont des montages, là. oui, oui, c'est sûr. Comme on dit, c'est un spectacle, hein. Ouais, On veut attirer les gens. Si ça ne serait pas fait comme du spectacle, comme du drama, qui est-ce qui s'intéresserait? ils vont chercher cette fibre on est très empathique, tu sais, à la base, pour moi, ça demeure qu'on est tous des gens qui naissent on est avec un paquet de qualités, d'ailleurs, qui ont été discréditées en psychologie, là. L'altruisme, la bienveillance, la gentillesse, on est comme ça. Pour moi, le spectacle, c'est aussi cette cage dans laquelle on a vécu toute notre vie avec des contraintes qui sont pas naturelles. Ça nous rend autrement, mais ouais, c'est un show, c'est un Truman Show. On le dit depuis le début, c'est surréaliste pour nous maintenant, alors que ça demeure normal encore pour la plupart des gens, jusqu'à temps que quand je dis c'est un mal pour un bien, à mon avis, ce qui s'en vient, c'est de plus en plus de contraintes de surveillance et de contrôle, et Oui, ça va nécessairement créer plus de résistance, une résistance qui se veut discrète parce que, comme il y a toujours eu des chasses à la sorcière, aux sorcières, il y a toujours eu ça, la chasse aux protestants. Ça fait que il faut être conscient aussi il y a comme une histoire qui se répète. Donc, à mon avis, il y a en ce moment un mouvement très discret de résistance dont on ne parle pas publiquement, puis avec raison. Et c'est parce que justement, c'est de pire en pire, là. oui, puis on voit dans les journaux, justement, les articles qui passent sur Internet. Là, on voit qu'ils recommencent avec la hausse des cas
Ouais, COVID. Donc là, il faut remettre le masque dans les institutions ouais. parce qu'elle La fait ouais, discuter ça. oui, puis tu sais, ils savent très bien où commencer dans les hôpitaux, ils commencent là, puis ils savent que ça peut passer, puis tu sais, tu tellement quand tu vas à l'hôpital, tu es en souffrance, ou quand tu vas voir un proche, tu veux vraiment lui apporter de l'aide, alors tu vas te soumettre à cette, obligation, puis après, ben ce sera les commerces, tu sais, comme je te dis, les patterns, on peut mieux les voir. Et puis là, ils nous annoncent la grippe aviaire. On le sait. Je veux dire, le plan, il est évident. Mhm. Puis c'est ça. Est-ce qu'on peut éviter ça? Comme je te dis, je pense que la résistance va devoir être discrète. C'est pas simple, hein, tu sais, je l'ai compris. Moi, j'ai pas porté le masque, là, puis j'ai été rapidement en Suède, donc j'ai pas eu à le porter. Mais j'ai bien entendu les Québécois me dire, ben, on est obligé. Ben, tu sais, je sais qu'on n'est pas obligé, mais je sais que c'est pas facile de pas se soumettre à ces contraintes absurdes, malsaines, toxiques, là. Un masque, ça rend malade. C'est- Mais c'est ça. Alors, c'est un mal pour un bien, on va dire ça. C'est ça, les gens préfèrent se soumettre qu'avoir à affronter, mettons, les policiers, une amende. Donc, les gens disent, bon, c'est juste un masque, là, je vais faire mon épicerie, puis ça va être terminé. Mais ça commence par ça. Puis par la suite, ben là, il augmente le degré. Il augmente, il Ben augmente, il oui, augmente. c'est comme tu dis, ils préfèrent, tu sais, jusqu'à un certain point, ils se sentent obligés parce que, tu sais, je comprends, mettons, au Québec, les amendes étaient salées. Les amendes Mhm, de 1 300 $ ou 1 600 $, c'est illogique. mhm, C'est pas pour rien qu'ils ont fait des amendes aussi élevées. Ils savaient qu'un 100 $, il y aurait eu beaucoup plus de personnes qui auraient été résistants. Alors, ils ont été vers ça. Et la grande différence, par exemple, en Suède, c'est justement ça. Je ne sais pas si tu es au courant, il y a eu les mêmes propagandes médiatiques, les mêmes contraintes dites mhm, sanitaires. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas de coercition, il n'y avait pas d'amende. Ce qui fait que les gens étaient responsables de leur choix et n'avaient pas à payer un gros montant s'ils ne respectaient pas ces contraintes-là. C'était des recommandations. Alors, ils savent très bien comment s'y prendre et quand je les comprends, si tu as pas beaucoup d'argent, puis on sait que sur le plan de la justice n'est plus juste maintenant. Elle mhm. n'est plus juste. Alors, tu sais, il y a des familles qui voulaient pas se retrouver avec 1 300 $ alors à payer. C'est que c'est tout bien réfléchi, puis mais à côté de ça, c'est ça que je dis, il faut s'intéresser à ce qui s'est développé à côté. Combien de bistrots, de maisons qui ont accueilli des gens durant cette période-là, en cachette. Alors Oui. cette résistance-là, elle s'est développée chez tout le monde. Moi, j'ai parlé à toutes sortes de personnes, puis même ceux qui se sont fait, violence, on va dire, ben, ils empêchaient pas leurs jeunes d'aller voir leurs amis. Ils le faisaient en cachette, ils conduisaient dans la voiture sans que ça paraisse. On a tous trouvé un moyen pour continuer à avoir une vie qui avait un minimum de bon sens et c'est ça qui doit donner de l'espoir. C'est le fait que la majorité si la majorité a accepté l'injection, la majorité n'a pas respecté by the book ces règles-là. C'est faux ça de croire ça et c'est vers ça qu'il faut se centrer vers ça là. C'est à ça qu'il faut penser là-dedans et c'est ça qui donne l'espoir. Et quand on parle, avec un autre, il faut savoir aussi comment communiquer. On a perdu on était émotif quand on parlait parce qu'on voulait protéger les gens. Mais quand on apprend à parler à l'autre, sans que l'autre se sente menacé, ces choses-là vont s'exprimer. Les gens commencent à nous dire, tu sais, je l'ai pas dit à personne, mais moi j'ai permis à mon enfant de continuer de fréquenter son petit ami, même s'il faisait pas partie de ma famille. Tu sais, ça se dit parce que la personne, elle sent que je la jugerai pas. Ça existe, c'est réel ça. Ça s'est vraiment passé. On n'a pas parlé d'un média là, ni d'un Non. média, ben, d'un média traditionnel surtout pas là.
Non, puis on se souvient de la ministre Guilbeault qui dit en plus qu'elle s'est fait un nouveau chum et tout ça, et que sa belle-mère venait garder le bébé. Et puis là, tu te dis, toi, tu peux même pas sortir le soir à cause de leurs mesures, de leurs lois. Puis, tu sais, donc tu voyais que si ça aurait été vraiment dangereux, je veux dire, ils n'ont rien suivi à la lettre, eux, là. C'est. Pour moi, ça fait partie du spectacle. J'ai compris qu'il y avait un mépris qui n'est pas nouveau, un mépris depuis, entre autres, l'ère industrielle du peuple, et que le mépris, il est là parce qu'on a accepté d'être méprisé. Alors, quand Legault, par exemple, faisait ses points de presse, et qu'après le point de presse, la mesure qu'il dictait était respectée par la majorité des gens, ça lui passe le message: «Vous avez raison de nous mépriser. Vous avez raison parce qu'on accepte quelque chose qui a pas d'allure, là». Tu comprends? Mhm, Alors c'est ce qu'on voyait passer d'elle, là, puis de Trudeau qui traversait les frontières même si on n'avait pas le droit, puis de toutes ces rencontres qui ont eu lieu, sans masque, tu sais, évidemment, tu sais, dans les conférences que je donne, il y a eu un couple dernièrement qui disait qu'il était, je vais le dire de façon très générale, il travaillait en termes de communication auprès des politiciens. mhm. Et il a attesté que ces gens-là, ils mettaient le masque pour la publicité, là. Et il n'avait pas de masque et là, mettait le masque pour, la prestation publique. C'est un mépris, incroyable. Cette réalité-là, ça parle du mépris qu'on peut avoir. Moi, j'appelle ça de la perversion, une perversion Oui. narcissique, de traiter une population comme ça. Mais si ça peut nous choquer assez et dire, ben, on arrête de se soumettre. Parce que, tu sais, qu'on le veuille ou non, l'issue, c'est la désobéissance civile. Mhm, Comme on le dit souvent, c'est quoi cette histoire-là d'obéir à des lois qui sont pas légales, tu sais, qui sont pas faites pour notre intérêt, là, l'intérêt de la population? Alors, une désobéissance civile discrète et qui soit contagieuse. Qui fasse en sorte que parce que là, en ce moment, il y a une désobéissance civile discrète, mais passée encore, tu vois, on l'a fait, mais on n'en parle pas. Mais plus ça va aller, plus on va en parler, plus ça va se savoir et plus elle va être admise comme la normalité. C'est ça qu'on fait parce que c'est tellement absurde, là, ce qui est proposé. Mais pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir accepté ce mépris-là. C'est comme je le racontais, j'étais en Suède à visiter une usine puis réaliser comment on avait traité les humains comme du bétail. Les mhm, humains ont accepté ça en échange d'un salaire. Un salaire, donc ils pouvaient, il y avait, tu vois, il y avait le droit de travailler pour le privilège de consommer, mais c'est complètement absurde, là. Consommer, tu sais, consommer, donc faire en sorte qu'on consomme des biens qui, dans les recherches qu'on a en psychologie positive sur le bonheur, la consommation n'apporte pas un bonheur, surtout pas constant, là, c'est éphémère. Puis quand tu meurs, ça n'a aucune importance. Il y a plein de données autour de cette histoire de consommation. Mais c'est essentiellement ça. On a fait à croire aux gens qu'être heureux, c'était de consommer, puis d'avoir une belle voiture, une belle maison et tout ça. Pour On combler est un vide, un mal-être à l'intérieur, tout à fait. qui finalement, comme tu dis, j'aurais bien beau m'acheter une nouvelle voiture, je vais être contente pendant un mois, 2 mois, 3 mois, mais après ça va devenir habituel. Ça revient. Puis c'est comme une dépendance. C'est une dépendance, comme une drogue. Mais c'est une drogue, c'est une béquille, hein. Ça change Ouais. rien à ton bonheur. C'est juste un petit boost que tu te donnes, c'est de cocaïne, on va dire, là. C'est une analogie que j'utilise. Puis après, ça va retomber encore plus bas, en fait, là. Mhm, Et c'est ça qui m'a aussi éclairée quand j'ai compris que tout ce qui était éliminé dans cette dite crise, c'était les sources de bonheur, autant oui. relationnelles, les sources de santé étaient éliminées. Marcher dans le bois, c'est une source de santé, puis ça booste ton système immunitaire. Chanter, danser, c'était éliminé. On ne pouvait plus chanter dans une chorale, aller Mhm, danser. Je trouvais ça quand même très, très étrange. Alors, il y a vraiment une inversion en ce moment de tout ce qu'on connaît, même sur le plan scientifique. Alors que, c'est ça, le bonheur, être heureux. Imagine qu'on est avec ce désir, ce besoin, à la limite, d'être heureux puis de se nourrir bien. Maintenant, on fait tout le contraire, on se nourrit mal,
On s'adapte tellement qu'on ne respecte pas notre cycle de notre besoin de bien dormir, par exemple. On a une vie sur le plan de la santé physique complètement fuckée, et sur le plan mental, c'est pas mieux, et sur le plan social non plus. Il y a eu une propagande d'illusions incroyable, et même sur le plan de la science, on a embarqué là-dedans. Alors, la psychologie est tombée dans le panneau, et Mhm. je me dis, c'est pour ça que je dis, on a de la job à faire, parce que tout est à... C'est comme il faut s'aider soi-même à comprendre que c'est l'inverse de ce qu'on a compris, qui est vrai. La vie peut être tellement simple, mais on se l'est compliqué en tabarouette. Et parce qu'on se l'est compliqué, on est devenu hyper manipulable. Oui, On est manipulé par l'argent, qui est un chiffre maintenant, hein. Ça n'existe plus, l'argent comme tel. C'est un chiffre sur des relevés. Il n'y a oui, même pas d'argent. Je veux dire, il n'y a pas de valeur qui circule autre qu'un chiffre. Et tout est basé là-dessus en ce moment. Et la peur est basée là-dessus. Alors, c'est une grande illusion qu'on vit, mais on a pogné. Puis c'est ça que je me dis, on part de très, très loin. Nous, les humains, puis je nous inclus là-dedans, on part de très loin. Parce que quand j'en parle, tu vois, la plupart des gens me disent, oui, mais on ne pourrait pas vivre sans argent. C'est vraiment une idée qu'on a gobée. C'est faux, là. On peut très bien vivre sans argent. En fait, on ferait exactement ce qu'on fait sans l'intermédiaire d'argent. Et ce serait possible, dans la mesure où les ressources planétaires n'appartiennent pas à des individus. Tout est possible, mais on nous a mis dans la tête que ce serait le chaos sans argent. C'est une illusion. C'est un peu comme le vaccin est salutaire, c'est le vaccin. C'est une illusion. Il y a plein d'illusions qu'on a achetées. Nos autos polluent. C'est, le CO2 pollue, là, c'est ça la nouvelle mode, là. oui, oui. C'est des illusions. Les gens, on a acheté ça. Puis on doit se défaire de. C'est comme un déconditionnement. C'est pas facile. C'est comme. C'est pas facile. Il y a eu vraiment un bon gros travail de manipulation psychologique qui a été fait. Puis c'est pas facile de s'en défaire. Non, non, c'est comme une dépendance, hein. Quand tu as une Ouais. dépendance, c'est difficile à travailler Ah oui. là-dessus, puis s'en débarrasser. Mais comme tu parlais de perversion, oui, c'est de la perversion de créer des traumas, de créer des suicides, de créer des maladies, de créer des chicanes, de créer le chaos, bref. Ouais, le pervers, c'est ça qui est spécial. Ben, c'est malsain, oui, puis ça arrive, là, c'est vrai. Il y a des gens qui sont tellement... cette illusion de l'argent est devenue tellement importante qu'il y a des gens qui vont faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, puis avoir ce supposé pouvoir. Puis là, j'aime bien dire, c'est des gens qui sont très faibles, qui sont très vulnérables, qui embarquent là-dedans. Parce que le pouvoir, ça n'a aucune importance. Tu vas mourir, puis ton compte en banque, il a beau être plein, tu ne partiras pas avec. Et Non. le pouvoir que tu as l'impression d'avoir sur une personne, il est illusoire aussi. Tu sais, un pouvoir n'est possible que si l'autre accepte ce pouvoir-là. Mais la perversion, elle a quelque chose de particulier, puis tu vas la reconnaître tout de suite, c'est que quelqu'un qui est pervers ou un système comme celui dans lequel on vit, il est pervers dans le sens qu'il fonctionne toujours de la même façon. Il va d'abord te faire croire qu'il t'aime. Mhm. Il va te faire croire qu'il fait ça pour ton bien. Et après, il va te mépriser. Donc, il va t'obliger, par exemple, à des contraintes méprisantes. Et là, tu vas être en relation avec cette personne-là et tu vas devenir dépendant de son amour et ce qui va te faire accepter ce mépris. Et c'est ça qu'on voit. Tu vois comment ils s'y prennent. C'est toujours pour votre sécurité. Parce qu'on tient tellement à nos aînés, on va vous obliger à faire quelque chose qui n'a aucun sens, qui est d'arrêter d'aller les voir parce que vous risquez de les mettre en danger. Je ne sais pas si tu vois, c'est le discours du pervers. Oui, Un pervers qui te fait à croire, c'est toujours un semblant d'amour, un semblant de protection. C'est complètement faux. Mais tu y crois, puis tu as besoin, puisque là, tu as peur, OK? Tu as besoin de croire en cet amour-là. Tu vas y accorder du crédit et après, il va faire n'importe quoi avec toi. Il va te rabaisser, par exemple, en te faisant accepter un couvre-feu. C'est même pas logique, là.
Et toi, tu vas te retrouver là-dedans. Puis si tu travailles avec quelqu'un une personne qui est prise dans une relation avec un pervers narcissique, c'est très difficile de la faire sortir de ça. Ça peut être une personne hyper intelligente, mais on a tous un besoin d'être aimé, puis elle a tombé dans le panneau. Et là, ce qu'elle va nous dire, c'est il ne le fait pas exprès, le pervers narcissique. Il n'est pas conscient de ça, il fait de son mieux. Tu sais ce qu'on entendait? J'aurais pas fait mieux à sa place. Oui. Ah, il faudrait que tu sois à sa place pour comprendre. C'est ça Mhm. que la personne qui pogne au pervers va dire. Et si on arrive à lui faire comprendre que c'est pas sain ce qu'il te par exemple, la personne, elle accepte d'être méprisée. C'est pas sain ça. Elle nous dit: «Il va changer». Elle est convaincue qu'il va changer. Que s'il s'en rend compte, il est tellement de bonne foi, le pervers, il va changer. Alors, tu comprends, c'est très difficile de sortir de ça et c'est, je dirais en généralisant, c'est la relation avec le système qu'on a en ce moment. Les gens Une sont relation convaincus, toxique. c'est Relation toxique, toxique. pervers, parce que la personne avec qui tu vas parler, elle croit vraiment que l'ego le fait pour son bien. Elle le croit, elle est convaincue. Et à la limite, le go le croit aussi. Puis je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le go, il est conscient. Pour moi, tu sais, je sais que c'est pas le fun à se faire dire, mais pour moi, je connais assez la psycho pour comprendre que les politiciens, ils se croient en ce moment. Ils sont sous influence, c'est ça que je dis. Et c'est des menteurs qui croient à leurs mensonges. Ils croient vraiment qu'ils font ça pour le bien des gens. Ils sont tellement fuckés, mais ils sont, et moi, j'ai pitié d'eux. Mais ce qu'ils veulent, les gens qui manipulent les marionnettistes, là, ils veulent qu'on leur en veut. Tu sais, ils veulent que tôt ou tard, puis c'est ça qui se passe en ce moment avec Legault, Trudeau, Macron, ils vont être accusés un jour de malveillance. Ils vont être accusés, tous ces gens-là. Ils vont nous donner l'impression qu'on se revanche, parce que pour nous, c'est eux les ennemis. Ça ne changera rien. C'est comme le cas de Nuremberg. On a eu l'impression qu'on a accusé les responsables. On a accusé les collaborateurs. C'est ça qu'on a fait. On Le pense qu'ils mal se sont sauvés en Argentine. le mal a continué. Effectivement, on a continué les recherches sur la manipulation mentale, la manipulation de foule. Tout ça a continué parce que ça fait partie du jeu de toujours avec le système politique actuel. L'opposition nous donne l'impression qu'on a des gens de notre côté, mais non, c'est pas ça. Les gens sont manipulés. Ils font juste dire ce que tu vas entendre. Puis après, le plan continue. Et là, c'est sûr que ce que je vois arriver, c'est la satisfaction. Trudeau, Legault vont être accusés. Tous ces gens-là vont être accusés. Mais c'est Faites-vous-en. juste des boucs émissaires. C'est juste des boucs émissaires, c'est tout. C'est Ils vont des, être ouais. remplacés. Ils sont, oui, ils vont, aussitôt qu'ils vont perdre le pouvoir, ils sont déjà. Poilievre, on le sait, chez Oui. nous, là, au Québec, c'est le remplaçant, il va nous mettre dans la dette, lui. C'est son rôle, là. Et puis c'est pareil en France, je pense que les gens n'ont pas d'illusions. Il y en a pas un qui est un réel résistant là, en ce moment, les candidats. C'est des candidats, en fait. C'est comme des marionnettes. Là. Oui. Le jeu continue. Mais c'est important pour eux de nous donner l'impression qu'on a du pouvoir en créant ces accusations-là. Et puis, mais c'est une illusion. Ben, alors, ça peut être décourageant d'entendre ça, mais non, je crois pas parce que je crois vraiment que là, ils jouent le tout pour le tout. Parce que ça va tellement loin il y a trop de gens en ce moment qui comprennent que ce ne sont que des boucs émissaires, comme tu dis. Avant, c'était une minorité. Là, il y a une bonne gang de personnes qui, par exemple, Trump, ben, je ne sais pas qu'est-ce que les gens croient, là, mais moi, j'ai déjà cru à Trump, mais là, je vois bien que c'est quelqu'un de manipulé. Ben, c'est comme si on finit par comprendre. Ah, c'est un personnage. Assange, ah, c'est un personnage. C'est tout le temps, on a cru en ces gens-là, mais quand on finit par être tellement déçu, tu sais, au Québec, on était déçus de Duhem. OK, on est déçus du Parti conservateur, puis là, on vit un petit moment de découragement, puis après, on retrouve un espoir, mais un espoir dans l'humanité. On n'a plus confiance dans ce spectacle-là. On voit lucidement le spectacle. Oui, puis on perd confiance aussi dans les classes politiques et tout ça. Oui. Oui, c'est un show.
Je vais te donner un exemple. Je pense que je suis une bonne vulgarisatrice. L'exemple que je donne pour bien comprendre que le système politique actuel et depuis toujours, depuis la démocratie, il met en jeu l'illusion du choix qu'on utilise avec les enfants. C'est très infantilisant. Un enfant que tu veux coucher à 8 heures, tu vas lui donner un choix, un simili-choix. Tu vas lui dire, tu as le choix. Tu te couches à 8 heures, mais tu dois tout faire avant. Tu te laves les dents, tu prends ton bain, tout ça avant. Ou encore, tu te couches à 7 heures, mais là, je te donne la permission de tout faire après. Puis l'enfant, il a vraiment l'illusion qu'il choisit. Cool, je vais me coucher à 8 heures. Tu sais, je sais pas, cool, je vais. Mais toi, tu obtiens ton but, c'est qu'il se couche à 8 heures. Mhm, Bien, en politique, c'est la même illusion du choix. C'est-à-dire que depuis toujours, c'est ça qui m'impressionne, c'est que les gens, comment ça fait que les gens réalisent pas ça en ce moment? Depuis toujours, il y a un système d'opposition qui est absurde parce que si on voulait qu'un pays fonctionne bien, on irait en complémentarité, on mettrait des gens ensemble avec des grandes compétences, puis on les ferait travailler ensemble. mhm, Là, on les met en position d'opposition, ce qui fait qu'on tourne en rond tout le temps. Puis l'illusion du choix, c'est, il y a une personne qui est au pouvoir, tu l'as élue parce qu'elle disait ce que tu voulais entendre. Elle disait essentiellement, je vais créer le changement. C'est toujours, ça revient à ça. Tu l'as élue, puis là, elle fait ce qu'elle veut avec la marionnette, le marionnettiste qui le contrôle. Il y a un autre personnage qui se présente, qui est le chef d'opposition ou les chefs d'opposition, qui dit exactement ce que tu veux entendre et il attend son temps, le temps que l'autre ait fait son. Puis que tu sois lasse d'entendre celui que tu as élu. Et puis l'autre, bon, celui qui est au pouvoir va être destitué, il va perdre les élections, mais des élections qui sont arrangées pour moi maintenant, électroniques. mhm, Et là, c'est celui et là, tu vas dire, ben, c'est le moins pire d'entre eux. Tu vas élire le moins pire d'entre eux parce qu'il dit ce que tu veux entendre, mais il dit pas tout à fait ce que tu veux entendre, ce qui fait qu'il va rentrer au pouvoir, puis il va faire ce que les marionnettistes décident de faire. C'est une illusion, mais les gens, ils sont dans l'idée qu'on ne peut pas sortir de cette supposée démocratie. Ils ont l'impression, puis ils font tout pour que tu restes dans ce système-là. Et le meilleur exemple que j'ai vu, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les gens avaient réalisé que c'était arrangé les élections et ils ont décidé de ne pas aller voter. Et à ce moment-là, il y a eu un 10% de, de personnes qui ont voté et mhm. ils ont dû annuler les élections. Parce que, tu sais, c'est pas comme 50%, là. 10%, ils ont dû donc remettre en question l'élection. Il y a on a un pouvoir. En fait, propaganda, c'est vraiment ce qu'on comprend, c'est que ils peuvent pas fonctionner sans l'opinion publique. L'opinion publique est essentielle. Ils doivent mettre la population de leur côté. Et nous, on a le pouvoir réel, mais tant qu'on embarque, mais ils font tellement d'efforts pour nous garder dans le système politique actuel. Je veux dire, c'est fou, là, tout l'argent qui est mis Les là-dedans. belles promesses et tout ça pendant les campagnes. Puis le show, tu sais, le show Trump-Biden, c'est un vrai show, là. Tu Mhm, sais, il y a deux personnages absurdes en même temps. Poutine, il y a quelqu'un de très intéressant qui est Ikaros, Corona Circus. Ikaros, c'est un Français qui nous montre l'absurdité. Tu sais, c'est absurde qu'il y ait un personnage comme Trump et Biden, là. Tu sais, Biden qui est un sénile qui dirige une puissance américaine, c'est impossible. C'est pas logique. Un Trump qui est un mhm. personnage, faut rire de tout ça, là. Et il y a l'autre à l'autre bout, j'étudie, Poutine, qui est du KGB, puis qui est quasiment un spirituel, un sage spirituel. Oubliez ça, c'est un show. C'est que quand tu vois ça, ben, c'est aussi bien d'en rire, là, mais les gens continuent de croire en ça. Puis c'est difficile de lâcher prise parce que si tu as cru en Trump, puis que, tu sais, je pense à certains lanceurs d'alerte, quand tu parles depuis toujours de Trump, c'est difficile après de lâcher prise puis de réaliser que c'est possible qu'il fasse partie du spectacle. Mais c'est tellement illogique. Ça se peut pas. Moi, comme je l'ai dit, allez pas croire. Vous les voyez, les bédunes séniles, mais allez pas croire que c'est vrai que le peuple américain a voté pour un président sénile.
Vous voyez, vous, un algorithme, vous passez votre temps à recevoir des montages. C'est des montages. Ils sont capables de ralentir la voix, ils sont capables de sélectionner des petits bouts où la Oui, personne elle se gratte ou elle se trompe. Ils vous font à croire ça. Mais c'est pas, tu sais, du moment où c'est pas logique. Je sais pas si ça vous est arrivé de vous dire, voyons, le peuple américain, il est bien idiot. Ben, réalisez qu'il n'est pas idiot. C'est vous qui recevez de l'information qui est biaisée, là. Mais on y tient, on croit à ça. oui. Mais tu sais, moi, je pense que peut-être que je me trompe si je dis ça, mais ça me fait penser un petit peu. On est élevé dans la croyance catholique, le Messie, le Sauveur. Oui, On dirait qu'on est encore imprégné de ça, que bon, on va avoir un Messie, on va avoir un Sauveur qui va venir nous aider. Puis là, les gens, je vois qu'ils se tournent beaucoup plus depuis 4 ans vers la spiritualité, vers les oui. religions. Donc, on dirait qu'ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose, de croire à quelque chose. Ouais, puis je te trouve audacieuse, je t'avoue, de dire ça. Parce que c'est vrai, puis c'est pas facile d'aborder le thème de la religion. Parce que imaginez qu'on part de la base que depuis qu'on est tout petit, ce qu'on comprend, c'est que c'est un tiers qui sait mieux que nous. Un tiers qui est un professeur, mais qui va devenir la religion, par exemple, ou la politique, ou la science, qui est la nouvelle autorité, Mhm. parce qu'on remet en question la religion. C'est très difficile. Puis les gens, je pense qu'ils se retrouvent un peu devant le néant. Ils se disent, mais si je ne crois pas à ça à l'extérieur de moi, c'est comme impossible pour eux d'avoir confiance en eux, qu'ils vont trouver la voie. C'est sûr qu'on a tous besoin d'être inspirés. Je dis pas ça, je dis pas qu'il y a des belles personnes qui nous entourent qui sont inspirantes, hein. Mais c'est comme si on avait appris, malheureusement, qu'on n'avait pas la capacité de savoir nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Oui. On a besoin d'un tiers. Alors, c'est très difficile d'aborder ça, puis la religion, ça en fait partie parce que moi, j'ose me poser des questions. Parce que quand je remets tout ce show-là en question, toutes les représentations virtuelles, ben, les livres de science, ce sont des représentations virtuelles, c'est-à-dire que ce sont des écrits par des gens qui sont des scientifiques dans tous les domaines. Mais maintenant, on découvre que la science est achetée. La science est financée. Alors, tu sais, je suis bien placée pour parler parce que j'étais une scientifique. Je vous jure, je peux parler de ça, là. J'ai pas de gêne à en parler. Les écrits sont biaisés. Il faut le reconnaître, là. Alors, ce qu'on a lu, d'abord, les livres sont biaisés. Il y a des livres qui ont été jetés à la poubelle, qui ont été détruits. L'histoire qu'on a, là, qui est accessible maintenant, c'est pas l'histoire qui existait avant. Donc, c'est important de revenir sur les histoires qu'on a lues et qu'on a crues. Et la religion, c'est une histoire, toutes les religions, le bouddhisme autant que la religion catholique, c'est une histoire qu'on a lue et on a cru. Comme tu dis, parce on était formés comme ça, de croire à quelque chose à l'extérieur de soi. Moi, je suis consciente qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Nous, les petits humains, on fait partie d'un grand tout. Je veux dire, c'est Mhm. observable. Oui. On meurt, mais la vie continue. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, mais est-ce que ça peut rester un grand mystère jusqu'à temps qu'on y ait accès? Mais il y a une volonté à identifier, même personnaliser un tiers à l'extérieur de soi, qui serait comme le créateur, on va dire, là. Puis comme tu dis, ça pousse les gens à imaginer, mais tant mieux si ça leur donne l'espoir, tu sais, tant mieux si ça les tient. Mais l'enjeu en ce moment, pour moi, c'est très important et c'est difficile, c'est comment lâcher prise? Ou lâcher prise de ça, ou au moins avoir la possibilité intérieure que ça soit faux et que finalement, ça soit très simple, la vie, et qu'elle repose que sur bien vivre. Je veux dire, bien vivre un peu comme la nature. La nature est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre, c'est une création, et on fait partie de cette création-là. A-t-on vraiment besoin de d'un individu, on va dire, à l'extérieur de soi,
qui est plus important que nous. Puis je suis pas égocentrique, hein, je dis «nous» dans le sens l'humain, là. L'humain ou Oui, l'animal ou l'arbre, là, c'est pas important. Puis c'est difficile parce qu'on n'a vraiment pas appris ça. Les gens manquent de confiance en eux. Ils ont l'impression que i i ils préfèrent, je le dis souvent, les gens préfèrent s'accrocher à quelque chose qui est très lourd, avec une chaîne, un boulet, que de se retrouver devant le néant. Je le disais quand j'étais psychothérapeute, quand j'étais psychologue, excuse, c'est les gens parfois préfèrent s'accrocher à un malheur qui les identifie que de lâcher prise à ce malheur. Tu sais, mettons, ils ont un passé malheureux. Tu sais, essayer de lâcher prise de ce malheur-là, c'était les placer devant le néant. Mais ça, c'est juste une période de transition. Je ne sais pas si tu me suis, mais quand oui, on accepte de lâcher prise, on vit une période de transition difficile, puis on finit par retrouver la confiance en soi. La confiance en soi, c'est-à-dire que si tu es une création, c'est que tu as un pouvoir. Puis dans les conférences que je donne, je parle de ce pouvoir-là. On a un pouvoir beaucoup plus grand qu'on pense. On est rendu des robots pensants. On a le pouvoir, mais on ne l'exerce pas. On ne porte pas attention à ça. Et c'est incroyable, là. Et ils ne veulent oui. surtout pas qu'on s'en rende compte. Ils nous divertissent constamment, là. Oui, puis ça m'amène à dire justement, les gens ont besoin de croire, donc les gens, ils veulent se faire aimer. C'est pour ça que les sectes fonctionnent à Oui, quelque part. J'ai oui, ben l'impression qu'on a vécu comme dans une grosse secte au Québec mondiale, puis il y avait des adeptes. oui. On était des adeptes, ouais. Moi, je peux dire que je l'étais, si on peut dire. C'est-à-dire que dans notre tête, c'était pas une secte, là. Non, Mais, non. mais c'est une façon de le dire. Avec des gourous, qui nous contraignent, tu sais, à des choses tu sais, l'enfant, comme je l'ai dit, l'enfant qui accepte d'être assis, tu sais, ça je veux dire, comme adulte, on vit aussi des choses absurdes. Travailler, tu sais, je le disais, il y a pas un animal sauvage, là, qui se réveille avec un cadran, un réveil. Mmh. Nous, on accepte, même si on a besoin de dormir plus longtemps, de se réveiller avec un dring-dring, de se lever, de manger, d'aller travailler, tu sais, des heures et des heures. Et c'est même pas nécessaire de faire ça. Quand on réalise la vie simple qu'on pourrait avoir, alors c'est ça l'image que tu dis de la sexe, c'est ça commence très jeune quand on dit à l'enfant: «Tu vas rester assis», alors que son corps, il dit: «Non, là, je ne devrais pas être assis». Mais tu sais, ce qui s'est passé de bien encore une fois, je te dis, c'est intéressant de remarquer les bonnes choses qui se sont passées dans cette dite crise. Il y a des gens qui, quand les enfants ont été obligés de porter des masques à l'école, il y a des enfants qui ont été retirés de l'école. Et tu Mmh. sais ce qu'ils ont réalisé? Ils ont réalisé que le programme académique qui était passé à l'intérieur d'une journée, donc, tu sais, je sais pas, 6 heures, mettons, là, il Oui. pouvait être passé en l'espace d'1 heure à la maison. C'est-à-dire que l'enfant pouvait passer 1 heure, il avait appris ce qu'il apprenait en 6 heures à l'école. On a gagné beaucoup de temps. C'est pour te montrer comment c'est pas nécessaire d'aller à l'école. L'enfant peut apprendre à la maison et c'est pas nécessaire d'aller travailler autant parce que on a acheté l'idée qu'il faut travailler 8 heures par jour. Je veux Oui, c'est une illusion totale. 5 jours, mais c'est de l'esclavage moderne. Quand les gens cessent d'embarquer dans le jeu de la consommation et qu'ils exactement. ils revisent leurs besoins. Ils ont pas besoin de travailler autant et les L'humain gens se crée des besoins, hein, Lucie, comme on disait, pour combler des vides qui devraient aller peut-être régler, prendre les sous, puis aller faire une thérapie, au lieu d'acheter plein de trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis être prêt à la gorge avec les paiements. Puis là, c'est c'est vrai que tu es mal pris. c'est vraiment ça. Puis la propagande, c'est la publicité Oui, qui met en valeur des produits à acheter. On voit pas à la télévision des programmes de bien-être, tu sais, on voit très peu de bonnes nouvelles d'ailleurs, on voit pas de gens épanouis. On voit des gens épanouis, mais parce qu'ils ont acheté un électroménager, je sais pas, n'importe quoi qui circule dans puis c'est ça les gens, c'est ça, ils ont acheté, si on peut dire encore une fois, cette idée-là que consommer rend heureux, puis le seul objectif dans la vie, c'est de consommer, donc de travailler autant qu'on le peut pour s'acheter, ce dont on a besoin. C'est complètement absurde, mais c'est la logique actuelle qui est illogique.
Moi, mes enfants sont à la maison pour l'école, puis oui, effectivement, 2 heures, C'est c'est vrai? beaucoup plus. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de faire ça à la maison aussi pour les parents peut-être qui ne font pas l'expérience, c'est que tu peux faire des sorties. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, je vais donner un exemple. On parle d'histoire. Bon, ben go, on part en famille, on s'en va au village d'antan. C'est On va aller génial. voir l'histoire. Il y a plein de façons d'apprendre. Il, il- C'est il tu faut se raison. réinventer. Il faut se Faut réinventer. s'inventer, puis socialement, puis contre certaines, faut contourner la loi parce que d'abord, ben bravo. Bravo parce que, tu l'as fait, tu sais, où les enfants ont choisi d'être à la maison. Puis tu as la possibilité, semblerait, c'est pas tous les parents qui peuvent le faire, mais Mhm. les parents qui peuvent pas le faire, encore une fois, se sont arrêtés à même certaines lois, parce que tu sais comme en Suède, on n'a pas le droit de faire l'école à la maison. Ouais. Alors, j'arrivais quand la crise a commencé, j'arrivais de l'Afrique du Sud, puis en Afrique du Sud, il y a des tellement belles initiatives de parents qui pouvaient pas, être à la maison pour enseigner à leurs enfants. Ils se sont regroupés et ils ont été chercher des éducateurs pour faire des programmes. Donc, c'était comme un système de parents et éducateurs qui proposent à un groupe d'enfants de faire un programme, comme tu dis, avec la créativité en masse, des programmes avec des animaux, par exemple, des chevaux, des voyages, de l'art aussi. L'art est pas Ouais. très présent dans nos programmes académiques. Alors, et même au Québec, tu sais, on a eu ce droit-là de faire l'école à la maison, mais les parents disaient: «Ben moi, je peux pas». Et il y a eu toutes sortes de propositions d'aide à la maison. Et oui, il y a des possibilités. Quand les gens s'y mettent, ça demande du temps, tu sais, de s'intéresser, puis de l'audace aussi pour proposer ou pour aller chercher cette aide-là, mais c'est possible. Mais je comprends que quand les gens, ils sont déjà débordés, comme tu dis, à payer leur Ouais. tu sais, ils ont des paiements à faire, ils travaillent fort, ils ont peu de temps, puis ils se voient pas avoir la compétence d'enseigner, il y a des enfants qui ont un peu de difficulté. C'est un gros défi, là. Mais Oui, à chacun sa réalité. À chacun sa réalité aussi. c'est ça, c'est une occasion en or qu'on a de dépasser les limites qu'on s'est imposées parce qu'on a pogné. Puis si je veux pas du tout accuser, moi j'ai pogné là-dedans, là, tu sais, j'ai été longtemps à l'école, donc j'ai pogné, puis j'étais restée ensuite, devant la classe. Alors, je comprends tellement ça. Mais c'est quoi? Encore une fois, c'est une belle occasion de réaliser tout ça, puis de faire le petit pas qu'on peut faire parce que on peut pas tout changer d'un coup. Quand on réussit à faire quelque chose, comme toi, tu as réussi à faire l'école à la maison, ça nous donne confiance après pour faire quelque chose de plus grand. Il s'agit, je le dis, dans les trucs là, qu'on peut donner, c'est faites la liste de ce qui est difficile pour vous à faire, là. Tu sais, mettons, vous voulez travailler votre affirmation de soi. Faites la liste des contextes dans lesquels vous pouvez vous affirmer du plus facile au plus difficile et commencez par le plus facile. Commencez par ce que vous êtes presque capable de faire. Parce que l'idée, c'est de vivre une réussite pour vous donner confiance pour réussir le prochain pas. C'est vraiment tout le temps ça, le truc. Un peu comme la grenouille dans l'eau bouillante. Eux autres, ils connaissent, le truc, là. Ils l'ont fait, ils l'ont utilisé. Ben, nous aussi, on peut l'utiliser. Vous voulez changer, vous voulez devenir plus authentique, être plus actif dans cette crise-là. Faites la liste de ce que vous voulez faire. Commencez par ce qui est le plus simple, ce qui vous apparaît déjà presque possible de faire, juste pour vivre l'expérience de la réussite, là. C'est important. Oui, c'est important. Puis aussi, quelque chose de positif qu'on a eu pendant cette crise-là, c'est les réseaux qui se sont formés, les réseaux d'aide, de se réunir entre nous, faire des événements. Ça a eu quand même un bon côté. Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu, bon, des amis, de la famille, mais ils ont peut-être récupéré des êtres encore plus bienveillants, plus positifs de leur entourage. Parce que moi, je me suis toujours dit, même si c'est ta famille, si ta famille est toxique, tu as le droit de couper les ponts. Ouais. Oui, il a fallu dire ça au début aussi. J'ai dit la même chose que toi. J'ai dit: «Entourez-vous de gens qui vous font du bien». C'est comme si je donnais la permission, ben oui, pour l'instant, en tout cas, c'est important d'aller chercher des gens
chez qui vous sentez rejoint, tu sais. Ce que je comprends, c'est deux choses. Je suis super d'accord avec toi. Je dirais, autant ils ont voulu nous isoler, autant ils ont voulu couper les liens, que le beau résultat à l'opposé, c'était de recréer des liens authentiques avec Oui, des gens qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, qui arrivaient un peu comme une compensation de la souffrance qu'on vivait à avoir brisé, à vivre la brisure dans nos familles et avec nos amis. J'ai assisté à ça souvent parce que les marches, tu sais, il y a eu les marches pour briser l'isolement au Québec. C'est oui, un mouvement qui a commencé avec la dite COVID. Et moi, je voyais des gens arriver, tu sais, en pleurs. C'était vraiment triste parce que, les enfants ne voulaient plus les voir. Ils ne pouvaient plus voir leurs petits-enfants. C'était le sens de leur vie, ça. Et retrouver donc progressivement une nouvelle famille d'un autre ordre, une famille d'âme. Et là, je les vois 4 ans plus tard, ils sont épanouis, ils sont heureux, oui, c'est vraiment magnifique ce qui s'est passé. Mais il n'en demeure pas moins que ce qu'ils ont réussi à faire, ce qui était voulu, c'est briser l'essence de tu sais, la famille, c'était l'essence de nos collectivités. Ça a toujours oui, été hyper important, la famille de sang, tu sais, ou la famille comme on l'entendait avant, là, tu sais. Et ça, je crois qu'il faut, tu sais, je suis très consciente que le mal qu'ils ont fait, c'était une marque, une plaie qui est encore ouverte. Et en même temps, je tiens à dire qu'à long terme, je crois que comme c'était voulu, c'est ça qu'ils veulent, briser la famille, briser aussi tout ce qui va avec, l'histoire de homme-femme, oui, la fertilité. Tu sais, on le sait, là, c'est malsain, c'est pervers, là, ce qu'ils veulent avec le changement de genre et tout ça, là. Les hommes qui vont enfanter. Alors, tu vois, ils ont touché à quelque chose de naturel, de fondamental. Puis pour moi, à long terme, j'espère qu'on réussira. Je vais utiliser un terme qu'on n'aime pas entendre, mais à pardonner et à se réconcilier avec ceux qui nous ont fait mal, qui sont nos frères et sœurs, nos amis, nos enfants. Puis je le dis avec très, très, beaucoup, beaucoup de délicatesse, parce que je le sais que, comme tout le monde, on a tous été blessés. Les principales victimes, c'est pas nous, c'est ceux qui ont été, je dirais, violés. À la limite, tu sais, les injections, c'est un viol, là. Tu sais, on oui, peut comparer ça à un viol. C'est que j'espère qu'un jour, on saura passer par-dessus nos blessures, revenir parce que à la limite, c'est ça qu'ils veulent, qu'on reste dans la division, que cette division-là mène éventuellement à une guerre civile. Comme en Ukraine où les Ukrainiens tuent leurs cousins qui sont des Russes. Parce que les gens connaissent un peu l'histoire. L'Ukraine, ça fait partie de, c'est-à-dire les gens qui vivent en Ukraine, il y en a beaucoup, c'est des russophones, oui. des Russes. Alors, ils ont réussi à faire ça. Comme dans tous les pays, ils ont réussi en Rwanda, c'était des voisins comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont encore réussi à faire ça. Soyons conscients de ça. Et si nous, on a un travail à faire, puis on veut s'en sortir, il va falloir, je crois, un jour ou l'autre reconnaître ça, puis reconnaître qu'on est des acteurs tant qu'on en veut à nos frères et sœurs. Je le dis, c'est un cours de sainteté. Je suis consciente que on est plusieurs à ne pas être rendus là, tu sais, je sais. Mais je ne sais pas si tu comprends que quand on comprend vraiment la game, on sait ce qu'on a à faire. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on revienne vers nos frères et sœurs, puis qu'au lieu d'argumenter sur des informations qui ont circulé, qui sont dichotomiques, tu sais, c'est duel, c'est de parler de notre amour, de notre Oui, amitié, de ça, c'est réel, de ce qu'on apprécie chez ces gens-là. Ils ont fait ça pour protéger leurs enfants. Il y avait l'idée de ça, comme nous, on a fait ça. Mais, tu sais, au début, les gens me disaient, je veux bien revenir vers mon amie, mais elle veut pas m'entendre, elle veut pas entendre ce que j'ai à dire. Puis j'ai dit quelque chose qu'on n'aime pas entendre, j'ai dit, parle-en pas. oui, Puis pourquoi parle-en pas? Parce que sois conscient que tu as été manipulé toi aussi, puis que c'est des idées, puis une idée, ça n'existe pas, mais ce qui existe, c'est ton amour pour cette personne-là, c'est ton amitié. Puis si toi, tu es capable de faire ce geste-là, ça va créer de l'ouverture, puis un jour, la personne, elle va reconnaître qu'elle s'est peut-être trompée, ou du moins qu'elle
Elle va peut-être même s'excuser. Excuse-moi, j'ai eu tort. On ne Peut-être, sait pas. On ne sait pas. on ne sait pas, mais ça prend de notre. Les gens, ils disent, ah, je ne veux pas être la première. Mais oui, des fois, il faut être la première à pardonner, à revenir vers l'autre, à dire je t'aime, je te trouve importante pour moi, je tiens à ce lien-là. Je sais qu'on n'est pas tous rendus là, mais si tu arrives à faire ça, la personne, elle va faire l'inverse que tu penses qui va arriver. Tu penses que tu vas confirmer son point de vue. C'est pas vrai. Tu confirmes son point de vue tant que tu résistes à son point de vue. Quand tu t'ouvres à son point de vue en disant, tu avais peut-être raison. On le sait pas. C'est des informations qui circulaient. Mais quand tu fais ça, elle va admettre qu'elle n'avait pas raison. C'est tout le contraire qui existe, qui se passe. La psychologie, c'est intéressant de la comprendre parce que souvent, on fait quelque chose, mais tu sais, comme on pensait qu'on allait convaincre les autres en apportant des arguments logiques. C'est la dernière chose qu'il faut faire, apporter des arguments. Parce qu'apporter un argument contraire à l'autre, même s'il il est logique, ça renforce sa résistance. Parce que, tu étais perçu comme quelqu'un de dangereux et la personne avait peur que toi, ça encourage ton délire. Je ne sais pas si tu vois. L'information qui circulait, c'était que tu délires, tu fais partie d'une secte. Alors, la personne ne voulait pas embarquer dans ton argument parce qu'elle ne voulait pas t'encourager, parce qu'elle t'aime au bout du compte. C'est important de comprendre tout ça pour communiquer autrement, pour finalement obtenir ce que tu veux, qui est, ben, je tiens, mais tu sais, je le dis, mais je le sais que quand je le dis, il y en a bien qui disent, ben non, j'aime plus cette personne-là, j'ai plus envie, puis tu sais, c'est correct. J'ai plus envie d'aller vers ces autres personnes-là. C'est correct, mais sachez que c'est exactement ça que les marionnettistes veulent. Ils sont contents quand vous dites ça. Je veux plus entendre parler de ma famille. Ils se disent yes, good job, j'ai réussi. Oui. Fait qu'au moins, ceux qui se sentent prêts, un premier contact, peut-être voir comment est-ce que l'autre va réagir à la demande de contact. Puis par la suite, Oui. comme les conseils que tu viens de donner. Ouais, avec des mots simples, c'est ça, de ne pas tomber dans le piège de recommencer à argumenter, mais dire, c'est quand tu dis je tiens à toi, à une autre personne, je tiens à toi, tu me manques, c'est des termes qui créent de l'ouverture. Ça montre aussi ta vulnérabilité. Quand tu montres ta vulnérabilité, au lieu de montrer ta force avec l'argument, ça crée de l'ouverture chez l'autre. Je t'aime, tu me manques, mon lien avec toi est précieux. Reviens comme quand tu veux, mais sache que je vais ouvrir mes bras quand tu vas venir. Tu vois, il y a des mots qu'on peut utiliser qui favorisent la reprise de lien. Mais comme tu dis, quand les gens sont prêts, c'est pas nécessaire d'aller contre son gré. On ne forcera pas ça, là. Non, non, on n'est pas là pour forcer. On est là pour essayer de réparer, de reprendre une relation où est-ce que c'est arrêté, mais c'est la psychologie humaine encore, puis c'est complexe. C'est complexe, puis on est blessé. Il savait très Ouais. bien que si on vivait une situation où on est blessé profondément, ça prendrait du temps avant qu'on revienne, puis on serait à dire: «Je ferai pas les premiers pas». Mm. Ils savent, ils connaissent ça. C'est pas la première fois qu'ils créent des crises mondiales, là, des crises dans des pays, des guerres. Toutes les guerres ont commencé comme ça, en faisant en sorte qu'il y a des gens qui se détestent et on pense que dans les pays, tu sais, il y a des pays qu'on identifie, nous, les Occidentaux, on dit: «Eux autres sont toujours en guerre». Ils ont créé ça dans ces pays-là. Alors, c'est ça, j'essaye un peu en étant confrontante, en disant: «Si vous êtes capable de réaliser que lorsque vous êtes centré sur votre peine, votre blessure, ben et que vous voulez pas aller vers l'autre, vous faites exactement ce qu'ils veulent». Ah Ouais. ouais? Et en utilisant des termes, c'est ça, je vois ça, C'est ça, c'est ouais. pas facile, hein, Non. ils ont dit «yes sir» quand on a parlé des moutons. Et ils ont dit, parce que c'est ça qui a marché, c'est au Rwanda, quand la guerre a explosé, ils ont utilisé un terme. Ils ont dit: «L'autre est un, cafard, un insecte, donc on peut les écraser». Alors là, quand ils ont sorti le terme complotiste, j'ai tout de suite pensé au Rwanda.
Ils utilisent un terme pour nous déshumaniser Mhm. et faire en sorte qu'on puisse être traité avec mépris. Et nous, on a joué la game d'utiliser un terme ils sont des moutons. Et exactement, c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient vraiment qu'on se considère pas comme des humains, des frères et sœurs. On n'était pas mieux que du bétail, des moutons. Mais tu sais, je me disais, soyez conscients qu'on est de toujours un peuple, une population grégaire. C'est faux de penser qu'on n'est pas des moutons, nous aussi. Si vous utilisez ce terme-là, reconnaissez que, on l'a dit tantôt, on a tous besoin d'être reliés. C'est essentiel à notre survie. On ne pourrait pas vivre si on Ouais. n'était pas liés. Même les personnes les plus indépendantes comme moi, on a besoin de sentir qu'il y a d'autres personnes qui pensent un peu comme nous, qui sont prêtes à nous accueillir. Alors, à la limite, on est tous des moutons, mais utiliser ce terme-là, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Je sais, je suis confrontante. Non, Je mais dis, moi, j'ai toujours dit, moi, dans ma famille, c'est moi le mouton noir. ah Parce oui, que je suis pas le narratif, je suis pas. Tu sais, c'était. Moi, j'étais à part, là. Tu sais, j'étais pas dans le moule. Mais c'est pas grave. t'étais C'est pas grave. capable de t'exprimer, t'étais capable de prendre ta place, même si Oui. t'étais pas comme les autres. Puis oui, on est tous différents. Mais c'est ça, dans cette crise, j'ai bien vu qu'il y a eu quand même deux clans. C'était un clan d'un côté, puis un autre clan quand même de l'autre Mhm. côté. Et c'est pas pour rien que les réseaux, comme ton émission existent, c'est qu'il y a un besoin de lien. Oui. Et on va pas commencer à avoir des préjugés par rapport à ces liens-là. On dit que c'est sain. Les liens sont sains. Les liens, les gens qui ont suivi la masse, ils sont en lien. Ça fait que c'est ça. Ben, je reviens encore à la psychologie. Elle nous éclaire beaucoup, la psychologie. À la fois, elle a permis à ce que ça se passe parce qu'ils connaissaient la psychologie humaine, connaissaient la nature humaine. Et maintenant, on peut s'en servir pour s'en sortir. Puis vraiment s'affranchir de ça. S'affranchir. C'est une grosse job. Je pense que j'ai vu le passé, ça va être compliqué. C'est compliqué de s'affranchir vraiment, là. Ah oui, oui, mais on nous a mis dans une situation compliquée. Donc, Oui. c'est sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain, puis ça ne se fera pas en claquant des doigts. Donc, faut, comme je dis souvent, c'est plate de se faire dire ça, mais il faut laisser le temps au temps. Faut laisser le temps au temps, puis à la limite, laisser ce mouvement-là s'autodétruire, c'est ce qui va arriver. Avec toutes les on n'aime pas ça, voir ça. On en fait partie aussi, Mm. mais pour moi, ça semble clair qu'il y a un mouvement qui peut pas survivre. Il est tellement plein de contraintes, c'est pas humain, ce qui se passe. Non. Ça va s'autodétruire et pendant ce temps-là, préserver notre santé mentale et physique, travailler à ça. On dit: «Tout part de soi-même». J'ai Oui. travaillé à notre propre santé, notre propre discernement, on a de la job. Ça fait que on a assez de job pour s'occuper jusqu'à la fin de nos jours, là, pour se déconditionner. Ça fait que ça peut nous occuper au lieu de se centrer tout le temps sur regarder les autres, tu sais? C'est plus facile de regarder comment les autres font des erreurs, mais on a tout à réapprendre, c'est-à-dire à revenir vers soi, là. C'est Oui. pas Prendre c'est un soin de peu nous. prendre soin de nous, tu sais, à la base, c'est ça, prendre Mm. soin de nous, puis c'est simple, prendre soin de nous, tu sais. Je réalisais qu'on s'est tellement éloigné de ce qui est la base, là, le naturel, que maintenant, on s'alimente mal. On Oui. mange tu sais, on pourrait manger bien, tu sais. Oui, maintenant, il va falloir faire un jardin parce que collectif aussi, là, mais parce que la nourriture est shootée, là, tu sais, on le sait ça, on le voit Oui. passer. Oui. Mais donc, il faut développer des moyens pour bien s'alimenter. Moi, je me rendais compte, même moi, on est tellement adapté on va accepter, par exemple, de continuer à travailler même si on est fatigué. Ça, c'est un conditionnement. Tu sais, à force d'être assis, l'enfant, c'est pas naturel, là. Il aurait eu besoin de bouger. Mais tu sais, Oui. on a accepté, accepté, accepté. Là, on est coupé de notre corps. Alors, on va se rendre malade. C'est pas facile de revivre le contexte de OK, je vais être attentif à mon corps, attentive à mon corps. Et puis, si je suis pas bien, c'est pas facile, hein, de dire: «Ben, je vais me lever», par exemple. Tu sais, je fais encore des conférences, puis je vois les gens assis, puis je me dis: «Réalisez que même ensemble, on vit le conditionnement d'avant, puis vous pouvez vous lever. Si vous êtes tanné d'être assis, levez-vous». Oui.
c'est à la base, on a tant à apprendre, à s'observer, puis ça peut être la base est simple, là. C'est pas quand on dit c'est compliqué, en fait, je crois pas que c'est compliqué. Je crois que c'est compliqué parce qu'on voit tout l'illusion. Moi, je m'amuse, c'est mon passe-temps préféré de regarder la nature, puis de me dire: «OK, qu'est-ce que je peux apprendre de la nature?» Ben, dans la nature, c'est assez simple. Un oiseau, tabarouette, l'oiseau, il s tu sais, il a pas la vie compliquée, là. Il se lève, là, à l'aube, il chante, il va se nourrir, mais je vous jure, la plupart du temps, il s'amuse, hein. Puis oui, au printemps, il fait un nid, mais à part ça, là, puis il se couche en chantant, en volant. Ben nous, non, c'est vraiment plus compliqué que ça, là, et c'est malsain ce qu'on fait, là. Fait qu'est-ce qu'on peut revenir à la base, là? Je suis peut-être je pense que je suis un peu utopique, je l'admets, je suis utopique parce que je sais que ça arrivera pas de mon vivant. Mais moi, j'essaye, c'est moi qui étais hyper conditionnée, j'essaye de réapprendre à dire non, par exemple, quand ou à dire: «Ben là, je suis fatiguée». Ou puis Mmh. apprendre à mieux manger, Mmh. Puis aller se ressourcer justement aller se dans ressourcer dans la nature. dans la nature, avec des gens qui nous font du bien, rire. Oui, Ça fait du bien de rire. Chan chanter, chanter, danser. exactement, exactement, les choses qu'on a tellement dépréciées. On a dit que c'est bien mieux de se remplir le cerveau de connaissances que de chanter ou que de dessiner. C'est absurde, c'est pas vrai. La nature est bien plus près de l'art que de la connaissance intellectuelle. Oui, C'est fou, hein? c'est vrai. Quand on Mmh. regarde ça, on a l'impression de regarder un tableau interactif sur les oiseaux. Moi, j'ai la chance d'être un peu plus en campagne, donc j'ai la rivière à côté de chez moi. Euh, tu sais, on voit C'est plein, plein, plein de trucs. Donc, c'est ressourçant. c'est ressourçant. On Oui, fait que, ben, c'est là, c'est disponible. effectivement. Mais merci beaucoup, Lucie, pour cette belle heure et demie passée ensemble. Je suis sûre que, bon, on va avoir planté des petites graines aujourd'hui, mais tant mieux. On veut apporter du positif, il n'y a pas juste du négatif. Donc, si on n'a pas apporté du positif à certaines personnes aujourd'hui, puis peut-être aider à faire un premier pas, ben, ça sera déjà ça de fait. Ouais, ben, merci Karine de m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux gens qui te suivent. Tu sais, les gens, s'ils s'intéressent à ce que je fais, ils peuvent aller sur lucimandeville.com. Puis là, en passant, j'essaie d'être la plus cohérente possible. J'ai écrit beaucoup de livres et tous mes livres sont gratuits maintenant, c'est-à-dire qu'ils peuvent être téléchargés gratuitement ou ils peuvent être, en version imprimée à un coût très, très peu élevé parce que je prends pas de profit. OK. J'ai la possibilité de le faire. Alors, ça les intéresse, c'est simple, simple, tu sais, Lucie Mandeville, c'est mon nom, .com, puis ils vont trouver à la fois les livres, les vidéos que je fais, les publications que je fais, régulièrement, puis les conférences que je donne. Super. Donc, tout est là. Ouais, Servez-vous des outils. ouais. Puis, tu sais, je vois qu'il y a des gens de l'Europe, Oui. je vais aussi en Europe, faire des tournées. Alors si ça les intéresse, j'y vais avec les invitations que je reçois. Donc, la balle est lancée. Ouais, C'est à vous de la rattraper puis bonne d'inviter chance. Lucie pour faire des belles conférences Bonne chance, positives. on continue, je passe mon temps à dire, on s'accompagne dans ce beau Oui, périple-là. c'est Merci vrai. Karine, Ben, merci beaucoup, Lucie. Puis on remet ça, c'est sûr et certain. autre fois. All right, Merci beaucoup. bye. Bonne soirée. Donc voilà, c'était Lucie Mandeville, une femme vraiment de bienveillance rayonnante qui essaie d'aller vers les contraires de ce qu'on lui a appris, expérimenter des choses. C'est quand même une très grande psychologue. Elle a formé aussi des psychologues en psychologie. Donc, elle vous a fait là, son pedigree au début. Là. On n'a plus le droit de dire ça a l'air qu'elle est à la retraite, mais elle a été 25 ans psychologue, donc professeur et tout ça, donc sur lucimandeville.com pour aller voir ses livres et tout ce qu'elle fait, comme elle dit gratuitement. Donc, c'est peut-être un plus pour vous si vous avez besoin d'aide, d'outils ou quoi que ce soit.
Donc, je voulais vous l'offrir. Je sais qu'il y a beaucoup d'Européens, de Français qui ne la connaissaient pas parce que c'est une femme du Québec, mais je sais que maintenant elle est en Suède. Donc, c'est pour ça que je voulais vous l'offrir parce que c'est une personne qui est très positive, qui cherche les solutions au lieu de chercher les problèmes. Puis, je crois que ça fait du bien avec ce qu'on vit présentement, tout ce qu'on voit et tout le divertissement qu'on nous met devant les yeux et tout ça. À un moment donné, il faut prendre une pause, se ressourcer, sortir de la pièce de théâtre, comme on dit, prendre du recul pour prendre des forces, pour après ça avancer encore plus ensemble. Donc, nous, on vous donne beaucoup d'informations, mais j'aime aussi recevoir des gens, comme vous avez pu voir, pour venir traiter d'autres sujets que toujours les problèmes, toujours dans les problèmes. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, normalement, je devrais revenir l'heure du Québec, 16h, 22h, heure de France, avec un témoignage, un homme qui vient témoigner de la fibromyalgie. Rarement, les hommes sont atteints de la fibromyalgie, mais j'ai trouvé un homme qui a accepté de venir témoigner de son quotidien avec la fibromyalgie et moi, je vais pouvoir accompagner parce que, si vous ne le savez pas, moi, je fais de la fibromyalgie. Donc, moi, je comprends cet homme à 100%. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est. Et puis, en même temps, peut-être savoir vous reconnaître dans les symptômes et peut-être vous orienter parce qu'avec la fibromyalgie, on fait beaucoup d'errances médicales parce qu'on ne trouve jamais, parce que ça n'apparaît pas dans des tests. Bref, on va tout développer ça tantôt, 22h, heure de France, 16h, heure du Québec. Donc, je vous présente un beau témoignage. Bien, je vous remercie tout le monde d'avoir été là, de votre bienveillance, comme d'habitude et tout ça. Je sais que des lives comme ça le dimanche, les gens ne sont pas encore trop habitués, mais moi, j'aime beaucoup le dimanche parce que le dimanche, on peut se poser, la semaine recommence, on peut écouter un live, un podcast, puis ça fait du bien. Ça nous sort de notre quotidien. Donc, je vous laisse avec la délivrance. Je vous délivre pour quelques heures et on se retrouve plus tard dans la soirée pour ceux qui seront encore debout et les insomniaques. Et puis, on se retrouve au Québec pour 16 ans. Merci beaucoup tout le monde. À plus tard. Un message mystique pour un changement de cycle. Si vous baissez vos armes, il n'y aura plus de larmes, plus de drames, plus d'obstacles. Baissez vos armes, nous n'en aurons plus besoin. Nous sommes venus pour le monde de demain. Nous nous sommes incarnés en ce temps bestial, ces temps sombres où les plus grandes âmes viennent pour le combat final. Un face-à-face avec soi-même est la dernière occasion de briser les chaînes des cœurs qui se renferment. Ici, on va te ramener de l'espoir, te permettre de vouloir, de croire à ton pouvoir, transmettre la flamme qui habite ton âme, brûle tes larmes, fais jaillir la puissance de ton être, sois la transformation que tu veux être, même si la vie est un paraître, qu'elle n'a plus de goût, qu'elle te pousse à bout, ne recule pas, affronte-la, transmute-la, n'es-tu pas là pour ça? Ce jour où plus rien ne va, là où tu dois t'accrocher, continue le combat, ce jour mon frère, où la souffrance te percute là. Ne t'oublie pas et va chercher au fond de toi, au fond de ton âme, ce qui t'anime. Le combat intérieur est rude, mais c'est de là que vient la délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Libère-toi, réveille-toi, relève-toi, active-toi, tout est temps.
Je suis cette puissance, cette force, ma colère sera froide. Ressens mon énergie qui te transperce. Je vais chercher ton âme et écarter les ombres. Inutile d'avoir peur, créé à l'image de Dieu. Rien ne peut t'éblouir car nous sommes sa lumière. Alors, retrouve la tienne, prends confiance, tu n'as plus à répondre. J'avance à bout de souffle et même si je vois que ma terre souffre, la méchanceté nous bouffe, alors pourquoi ne pas s'unir nous tous? J'ai les yeux dans les cieux, j'ai les étoiles dans les yeux. Rien ne m'empêchera d'être heureux. La délivrance, La délivrance, la délivrance, la délivrance. Crois en toi, révèle-toi, libère-toi, réveille-toi, relève-toi, active-toi, tout est en toi. Relève-toi. la délivrance. La délivrance. Crois en toi, révèle-toi, libère-toi, réveille-toi, relève-toi, active-toi, tout est